Bonjour tout le monde, voici une vidéo sur le commencement de matériel en assurance vie pour le cours ASR 2100, gestion des risques et assurance. Donc, assurance vie, boum! Cette section ici couvre les besoins en assurance vie, donc chaque vidéo va durer 5 minutes, après 5 minutes, j'arrête. C'est pour compenser pour la tempête de neige là, qui nous a fait manquer de temps. Donc, ça, c'est du matériel qui peut facilement s'apprendre. Ici, j'ai fait des diapositives assez développées, qui peuvent facilement s'apprendre par vous-même. Donc, le membre d'une famille qui contribue financièrement au niveau de vie de celle-ci peut vouloir que son décès ait le moins d'impact financier possible pour ses successeurs. Il pourrait s'en foutre aussi complètement. Okay, mais il pourrait vouloir que son décès n'ait pas d'impact financier. Donc, assurance vie, c'est pas émotif, c'est financier. Même chose pour des partenaires d'affaires. Là, des partenaires d'affaires, quand on s'associe, si l'un d'eux décède, c'est sûr que ça peut donner un coup de barre aux affaires de la compagnie, puis les associés pourraient exiger ici, dans un tel cas, que dans l'entente d'affaires, qu'il y ait assurance vie sur l'un des partenaires pour compenser les autres financièrement si jamais l'un d'eux décédait. Donc ici, pour établir les besoins en cas de décès, il faut quoi? Il faut déterminer le montant de capital qui sera nécessaire à mettre dans un fonds, de façon à remplacer la contribution financière qui viendrait à manquer au décès de l'individu. Puis après ça, ce fonds-là, les besoins d'assurance vie dépendent du bilan successoral. Donc, combien la personne vaut à son décès? Est-ce qu'il faut rajouter? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les actifs de la personne sont suffisantes pour constituer ce fonds? Ou faut-il une portion d'assurance vie supplémentaire de façon à compenser pour le manque à gagner suite au décès d'un individu? Donc, nous allons prendre l'exemple de parents avec 2 enfants d'âge mineur. Donc ici, qui avons-nous avec nous? Donc ici, nous avons la princesse la reine Élisabeth, princesse Anne, prince Philippe, prince Charles. Princesse Anne qui dit à son père, « Chut, silence. » Ce qu'il fit, Élisabeth est en couple avec Paul depuis 10 ans. Ils ont 2 enfants, l'un âgé de 2 ans, l'autre de 6 mois. L'autre âgé, c'est la princesse, elle est âgée de 6 mois. Élisabeth rapporte un salaire annuel brut de 60 000 $ à la maison et on estime à 70% la portion du salaire brut d'Élisabeth, dont profitent les 3 autres membres de sa famille. C'est comme si le 70, c'est comme si chacun faisait 30-30, 20-20. Ça pourrait être 50%, ça pourrait être 40%, ça pourrait être 0. Okay? Mais ici, on dit que c'est 70%. C'est comme une règle qui est souvent utilisée. Ça simplifie le problème. En cas de décès d'un des 2 parents, on va faire tenir compte des hypothèses suivantes. Donc, en cas de décès d'un des 2 parents, le gouvernement ici verse les rentes suivantes. 8 au conjoint survivant, 8 000 et 3 000 par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. 250 par mois. On estime aussi que le décès d'Élisabeth engendrerait des allègements fiscaux à hauteur de 2 000 $. Bon. Donc, si Élisabeth décède, on perd 60 000, mais on perd aussi Élisabeth. On n'a pas besoin de remplacer le 60 000 au complet. On remplace 70% du 60 000. Mais quand Élisabeth décède, il y a un nouveau revenu qui se crée. C'est le 8 000 qui vient du gouvernement au conjoint survivant et les 3 000 par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans et certains allègements fiscaux parce que là, Paul est monoparental. Donc, nous avons ici le revenu brut annuel 60, 70% de 60, 42, moins, ici je soustrais ces montants-là de ce qui est à remplacer. Donc ça, on va recevoir. Ce qui reste, nous devrions compenser 26 000 par année. Donc c'est quoi le 26 000? Revenu annuel brut d'Élisabeth, qui est toujours brut avant impôt, brut, parce que les rentes aux conjoints survivants, les rentes d'orphelins, c'est imposable. Boum. 70% du revenu brut, 42 000. Rente au conjoint survivant, 8. Rente au conjoint survivant, 8. Rente d'orphelin, 6. Autres, 2. Revenu annuel à combler, 26 000. Bien. Remarque, les 26 000 calculés correspondent au manque à gagner immédiat. Donc, le montant devrait être ajusté annuellement pour l'inflation. Si on cherche à le remplacer de façon exacte, sur plusieurs années. Mais on pourrait le remplacer sans tenir compte de l'inflation en se disant que ça va nécessiter un fonds moins élevé.
Et de toute façon, Paul, éventuellement, va se réorganiser et va être capable de survivre financièrement au départ d'Élisabeth. C'est sûr que le conjoint d'Élisabeth n'a pas besoin de remplacer le revenu jusqu'à la fin des temps. Okay? Il peut y en avoir besoin pour une certaine période de transition, 5 ans, 10 ans, ou jusqu'à ce que les enfants soient d'âge majeur. C'est bon? Donc ça, c'est le revenu à remplacer. Fin de la première partie du vidéo.